La team, la décision la plus bête du monde est tombée. Oui, Monsieur Tinubu nous a distraits. Ce matin, il a posté que seule la diplomatie pouvait régler le problème de la crise nigérienne. Nous y avons cru. Nous, on s'est dit que la CEDEAO a fini par trouver la raison. Après le sommet de la CEDEAO, le, le président de la commission de la CEDEAO a tenu la parole. Et qu'est-ce qu'il a dit en prenant la parole? Il a demandé de déployer les forces d'attente de la CEDEAO. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie concrètement qu'aujourd'hui, la CEDEAO vient d'approuver, de valider, de confirmer, de certifier l'intervention militaire au Niger. Ce qui appelle déjà tous les Africains à se mobiliser comme un seul homme dans tous les secteurs du monde. Même s'il faut que le Niger appelle les volontaires, ceux-là même qui veulent porter les armes pour défendre. Nous avons vu en Ukraine ici, en Ukraine, ils ont appelé des volontaires dans tout le monde entier pour aller défendre l'Ukraine. On peut donc appeler des volontaires africains pour aller défendre aussi le Niger. La CEDEAO prend une décision unilatérale. Et ça nous fait nous poser une question. Je me pose véritablement la question sur la véritable souveraineté de nos États, et à l'occurrence celle du Niger. Comment vous pouvez prendre des décisions de manière unilatérale pour aller attaquer un pays dit souverain et indépendant? Est-ce que ce pays est vraiment souverain et indépendant ou il ne l'est pas? J'ai envie de dire, c'est comme si il y avait coup d'État aujourd'hui en France, que les militaires français décidaient de prendre le pouvoir et que sur le côté, l'Union européenne décidait, ok, bon, comme vous avez fait pour le pouvoir en France, nous allons venir faire la guerre à la France pour déloger ceux qui sont là et pour réinstaller l'ancien président. C'est pas possible, c'est bête. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre des décisions unilatérales dans des pays qui sont souverains, indépendants et libres. À côté de ça, dans ma vidéo précédente, j'ai mis une vidéo que vous avez tous aimée, mais je vais vous réexpliquer parce qu'on va réécouter cette vidéo. La condescendance avec laquelle les médias occidentaux parlent de nous, la condescendance avec laquelle ces chaînes de télévision françaises parlent de nous, et je demande vraiment au président du Niger de chasser, même s'il faut, tous ces Français qui sont là-bas. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas parler de la sorte d'un pays. Quelle condescendance, quel manque de respect, c'est-à-dire quel manque de considération. Ils sont sur leur chaîne de télé et parlent de nous comme des animaux. Ils demandent à leur gouvernement de nous attaquer. Parce que si leur gouvernement ne nous attaque pas, leur gouvernement ne pourra plus mieux se porter. C'est-à-dire, c'est grave, c'est grave ce qui se passe. À côté de ça, vous avez cet animal qui est appelé, c'est Arthur Banga, qui se place sur sa chaîne de télé et attaque les militaires. Un imbécile comme ça, quelqu'un que je ne sais pas, pendant que nous autres, on se bat pour la véritable souveraineté, vous voyez des individus qui ont déjà vendu leur âme au diable et qui se permettent de nous faire comprendre que ce que les militaires sont en train de faire aujourd'hui, c'est du brouhaha. Parce que vous vivez dans la bonne vie, vous. Parce que vous êtes arrivés. Même si vous êtes arrivés, vous devez savoir qu'il y a des populations qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent même pas à avoir de l'eau, qui n'ont même pas 500 francs comme budget alimentaire par jour. Il y a des personnes qui n'ont absolument rien, qui doivent se débrouiller tous les jours pour manger. Il y a des personnes qui n'ont qu'un repas par jour, il y a des personnes qui n'en ont même pas. Ceux-là qui mangent seulement quand ils voient. Ce n'est pas parce que vous avez un peu, que vous vous sentez un peu bien, que vous allez oublier la majorité des citoyens africains qui souffrent à cause de cette politique d'endettement, à cause de cette politique de toujours vouloir nous faire rester en bas et être vus comme les plus petits et des enfants. La team, écoutons encore très bien ces deux vidéos. La première est celle de ces journalistes français avec une condescendance et un manque de respect inouï. Écoutons. Et Régis Le Sommier avec le printemps arabe. On peut citer le printemps arabe ou les guerres du Golfe, auxquelles on subit exactement la même chose que les Américains en Irak, en Afghanistan, sur cette zone. C'est-à-dire que ce sont des forces locales qui essayent de nous expulser, accompagnées par les élites et une partie de la population. La question qui est posée au Niger, à la différence du Mali et Burkina Faso, c'est à quel point la population
nigériennes veulent nous sortir. Il y a une incertitude à ce point-là. Autant au Mali, au Burkina Faso, on est certain qu'ils veulent nous sortir, autant au Niger, c'est loin d'être certain. Et c'est pour ça qu'une intervention militaire est légitime. Or, comme l'a rappelé Régis, sans le Tchad, sans le Nigeria, c'est impossible d'intervenir militairement, hormis si nous, on envoie nos propres troupes. Mais si on envoie nos propres troupes, c'est la quête. Pour rappeler que le président Bazoum a été élu démocratiquement. Oui, aujourd'hui, c'est pas ce que font les putschistes, c'est mobiliser quelques milliers de personnes dans la capitale. C'est absolument pas représentatif de la population au Niger. Et aujourd'hui, on n'a aucun moyen de savoir, au niveau d'un sondage quelconque, si la population du Niger soutient ou non les putschistes. Exactement. La question qui est posée, c'est également, est-ce que le président du Nigeria, parce que c'est un État fédéral, a assez la main sur son pays, notamment parce que, en fait, le Nigeria, c'est compliqué. C'est-à-dire que dans le Nord, c'est un État fédéral qui est compliqué. Donc, le président qui est élu n'a pas la main sur tout. Donc, est-ce qu'il a assez d'autorité? Il a été élu en mai, je crois. Est-ce qu'il a assez d'autorité pour convaincre son peuple de partir en guerre contre un pays allié, notamment du fait qu'ils ont déjà des problèmes dans le Nord, notamment avec le terrorisme islamique. L'autre question qui est posée, moi, je pense qu'il faut intervenir d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. La question qui est posée, la France, vous voulez dire? D'une manière ou d'une autre, il faudra intervenir, tout simplement pour 3 raisons précises. Un, si on n'intervient pas, au final, on perd notre influence dans la zone et c'est la Russie et la Chine qui vont la maintenir. Or, si on veut réindustrialiser notre pays, on veut être souverain sur le plan énergétique et sur le plan économique, on a besoin des matières premières d'Afrique subsaharienne. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est le contrôle des menaces migratoires. Avec le réchauffement climatique, avec le dérèglement climatique, vous allez avoir à peu près des centaines de millions de personnes qui vont migrer d'Afrique subsaharienne en passant par le Maghreb à destination d'Europe. Or, si vous avez des États instables, vous avez exactement la même chose qu'aux États-Unis, qu'au Moyen-Orient, avec la chute des gouvernements irakiens et afghans, c'est-à-dire un État qui est incapable de pouvoir contrôler ses frontières et son territoire, comme en Libye actuellement, voire peut-être un peu en Tunisie aussi. Donc le contrôle du flux migratoire est important et il faut que ces États tiennent debout. L'autre point, c'est la question de la menace terroriste. C'est-à-dire que si par cas, vous avez des États instables, plus des problèmes économiques et de migration, vous avez une menace, que ce soit des personnes islamiques. Cette menace terroriste, elle est installée déjà là-bas, non, mais on l'avait sacrément réduit, c'est-à-dire qu'elle était assez minime. Mais il y a AQMI, il y a Al-Qaïda qui sont présents notamment au sein de la zone précise qu'on nous cite, entre le Nigeria et entre le Niger. Donc cette zone est ultra importante. Si l'État nigérien du Niger saute, il y a un risque de résurgence de menace islamique. Et dans ce cas, de toute façon, on interviendra. Voilà. Non, déjà, juridiquement, le président du Nigeria peut contourner ça constitutionnellement. À partir du moment où il invoque une nation, on est tous d'accord que ces coups d'État deviennent de véritables dangers sur la nation. Je vais dire d'abord une première chose. Personne n'attaque le Niger. Au contraire, on soutient la souveraineté du Niger. Les Nigériens se sont exprimés par millions. Ont voté un président qui s'appelle Mohamed Bazoum. Il y a 2 généraux. Parce qu'ils sont pour l'un à la retraite et l'autre menacé de partir, mettre un pays en eau. Personne n'attaque le Niger, au contraire, on soutient le Niger. Je disais à mes amis du PDC tout à l'heure qu'après le coup d'État du 24 décembre 1989, le général Gueye a organisé un meeting au stade Fissou-Vanier. On sait comment Gueye a fini. Ce coup d'État n'est pas accepté par le Niger. Et d'ailleurs, je veux vous dire, l'armée nigérienne n'est pas derrière ce coup d'État. Dès que l'opération va se préciser, vous verrez. L'armée nigérienne est une armée républicaine. Elle n'est pas derrière ce coup d'État. Personne n'attaque le Niger. Au contraire, on veut que l'expression du Niger, la souveraineté du Niger, apprendre qu'au Niger, ce n'est pas 2 individus qui décident à la place d'un peuple. Un peuple s'est exprimé. Donc 2 individus ne peuvent pas. Et qu'est-ce que vous Sur reposez? l'ultimatum, je reviens. J'entends l'ultimatum, mais je prends le cas de la Côte d'Ivoire en 2011. L'ultimatum, c'était en novembre. Les premiers coups ont eu lieu en mars. L'ultimatum ne signifie pas que dès demain matin, il y a une opération. L'ultimatum signifie que dès demain matin, on passe dans une autre phase. Et cette phase, elle est très claire. C'est une phase d'ailleurs qui appuie le dialogue. Pourquoi elle appuie le dialogue? Je vous invite à lire Jean-Baptiste Durosel, tout en plus périra. Dans le dialogue, l'intervention militaire, avant d'arriver au stade d'intervention militaire, est d'abord dissuasive. Oui, intimidation. Quand c'est d'abord dissuasif. Oui. Donc, quand on est en dialogue, on a fini la réunion des chefs d'état-major. Les plans sont prêts. Je vais venir sur les compositions tout à l'heure. Quand on passe à une seconde phase, c'est-à-dire, on va concentrer des troupes. Quand on concentre des troupes, on continue les négociations. Mais cette fois, en te disant, attention, on concentre des troupes. Quand on survole ton territoire, on déplace l'état-major vers le nord. À chaque fois, c'est du dialogue. C'est pas demain matin qu'on tombe sur les deux. Mais qu'est-ce que vous répondez à Jubanga, à ceux qui pensent que la CEDEAO est en train de changer de ton? Mais depuis le premier jour, là, c'est pourquoi la CEDEAO change de ton. La CEDEAO n'est pas, comme je dis, personne n'est fou. Au Mali,
Tous les vendredis, il y a des manifestations. Est-ce que vous comprenez? Pour parler de Goïta. Les élections législatives ne sont pas acceptées. Quand un coup d'État arrive, la CEDEAO dit « Ok, on n'est pas fou, par principe, on condamne. » Mais le principe aussi, c'est que vous ne dirigez pas, qu'il y ait une transition. Voilà comment on accepte. Mais au Niger, il n'y a rien. Le président est élu. La croissance économique est la plus forte de l'Afrique de l'Ouest. L'armée qui était à moins de 11 000 hommes est passée à 50 000 hommes, avec tous les équipements possibles. Mais comment diantre on peut tolérer une telle bévue, un tel mépris à l'expression de la souveraineté du peuple nigérien? Si la CEDEAO se rend complice, de cette insulte au peuple nigérien, elle est totalement décrédibilisée. Mais j'ai confiance en nos présidents. On note bien votre qui ont avis. bien donné les instructions et on va progresser. Je peux vous dire, je vais terminer la parler de l'armée. Dans ce genre d'opération, je vous explique. Il y a un lead qui est confié à une armée. Quand la dernière intervention de la CEDEAO, c'était en Gambie. Le lead, en général, un pays frontalier, le Sénégal. Donc le lead est confié au Nigeria. Mais pour montrer le caractère international de l'opération, ils vont demander à certains pays de contribuer. Mais l'essentiel de la manœuvre sera réfléchi et dirigé par le Nigeria en appui avec 3 pays. La Côte d'Ivoire, dont le président a réitéré tout à l'heure l'engagement clair en faveur de la démocratie, y compris en Afrique. Le Bénin, qui ne parle même pas de tentative du coup d'État. Le Bénin, c'est une prison. Ils ont raison. Le pauvre Bazoum, il ne mange même pas. Il n'a pas d'eau. Mais on prend sa femme et son enfant pour la simple raison que le peuple a élu. C'est ça, en fait. Merci. Et le dernier point, le dernier pays qui va venir en apport, c'est le Sénégal. Okay. Donc la CEDEAO sera intransigeante, je l'espère en tout cas. Si elle veut garder le minimum de crédibilité qu'on lui donne, elle doit être intransigeante face à ces putschistes. Je ne suis pas... Quoique je condamne le coup d'État, parce que un coup d'État ne se soutient pas, mais pour qu'on change, qu'on sorte de cette spirale, je pense qu'il faut poser les bonnes questions, il faut identifier les véritables responsables, pour qu'on puisse apporter des réponses qui permettent de mettre fin à ce cycle continu qu'on dénonce émission après émission, mais qui continue de se répandre. Je pense que dans une république, le premier responsable, le chef des armées, c'est le président de la République, qui est élu et investi des moyens pour remplir la mission de construire une armée loyale et républicaine. Et quand vous êtes chef suprême de l'armée et qu'il y a un coup d'État, ça suppose que le projet est né dans le cœur d'un individu, c'était une aventure au début. Mais quand on progresse et qu'il y a une validation au sein de l'armée, et qu'au-delà de l'armée, parce qu'il y a 2 niveaux de validation, au sein de l'armée et ensuite au sein de la population, quand il y a un soutien populaire du coup d'État, on se pose des questions. Comment un chef d'État élu arrive dans ses fonctions? Quelle gouvernance il applique à l'armée pour qu'il y ait un coup d'État qui soit validé par l'ensemble des officiers supérieurs de cette armée? J'aimerais quand même relever le fait que, en prenant le cas de la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut considérer la stabilité au niveau des différentes armées comme le produit d'un leadership qui a été en amont appliqué par les chefs d'État. En Côte d'Ivoire, quand le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir, il hérite d'une armée de belligérants. On a eu peur au début pour lui parce qu'il y avait de tout dans cette armée. Mais il a pris le souhait de construire, en fonction de sa vision, des moyens que l'État lui a donnés à travers la loi de programmation militaire, une armée loyale et fidèle. S'il y a eu coup d'État dans un pays, ça suppose que le président a failli dans sa mission de chef suprême des armées, tout simplement. Donc je pense qu'il faut commencer déjà à situer les premiers responsables pour qu'en apportant des réponses, on puisse donner des pistes pour que ceux qui sont toujours en fonction comprennent qu'une armée, c'est une manière de gouverner, ce sont des conditions dans lesquelles il faut mettre les soldats. Parce que le Niger, on parle du Niger, mais au Niger, il y a juste avant qu'il y ait ce coup d'État, un gros scandale au sein de l'armée qui démontre que sur la période allant de 2015 à 2020, l'équivalent de 45%, l'équivalent de 45%, l'équivalent, c'est le même système qui a continué, l'équivalent de 45% des financements accordés à l'armée ont été siphonnés par des surfacturations. Et quand vous êtes dans une institution qui est déjà gangrénée par la colère interne, parce que les gens vont au front, ils meurent, on voit dans quelles conditions les femmes et les enfants finissent. C'est faux. Le traitement en termes de solde n'est pas un sujet de satisfaction. Donc il y avait déjà ce fossé-là qui existait entre l'armée et les institutions de la République, de sorte que quand l'aventure naît dans le cœur d'une personne, il y a le ralliement du reste de l'armée. À Niamey, il y avait au-delà une caserne au moins de la garde nationale
et des commandos parachutistes. Mais aucune de ces différentes forces-là n'a bougé. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture de la confiance entre les politiques et l'armée. Un président de la République qui est chargé, qui est dans les fonctions de chef suprême de l'armée, qui s'assoit sur une chaîne internationale et qui dit que les terroristes qui attaquent son pays sont mieux aguerris, sont mieux équipés que l'armée. C'est une insulte. Et donc je pense qu'il y a une manière de gouverner les armées. Vous voyez aujourd'hui, il y a eu des émeutes au Sénégal. Malgré toute la déstabilisation qu'on a pressentie, l'armée est restée en place. D'accord, docteur Parce que cette armée, en amont, le président de la République a conçu une armée loyale qu'il a mis dans les conditions. Donc, si aujourd'hui il y a une faillite du système sécuritaire au Niger, le premier responsable, c'est le président. Merci. Et donc, tel on fait son lit, tel on dort. On a bien noté. André-Sylvain Conon. Non, c'est... Après avoir écouté ces deux vidéos, vous êtes sur la même longueur. Et je pense que vous êtes aussi en colère que moi, une fois de plus. Vous voyez ces deux personnages, entre ces journalistes français qui veulent qu'on nous attaque et ces chroniqueurs ivoiriens qui veulent aussi qu'on attaque les pays frères de la Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire que rien n'est différent. Vous avez ici des personnes qui sont entre blancs et noirs, mais qui sont tous des blancs. Peu importe, vous voyez, peu importe la couleur de la peau, dites-vous déjà qu'ils sont des colons. Voici des personnes qui ne travaillent pas pour les Africains. Atubaga travaille pour la France depuis fort longtemps. Nous l'avons vu au sommet de la France-Afrique. Nous avons écouté ses propos là-bas. Il n'avait rien à dire. Il n'était pas capable de dire quelque chose de constructif. Voici ce même monsieur aujourd'hui qui tient des propos demandant comme ça aux autorités d'attaquer des pays souverains, des pays qui n'ont absolument rien fait. Voyez-vous, ce que le Niger vit, c'est exactement ce que le président Laurent Gbagbo a vécu. Ils avaient traité le président Laurent Gbagbo d'être illégal et dit que le gouvernement du président Gbagbo était illégal. Ils avaient donc envoyé des militaires, ils avaient envoyé des armées de tout bas, de tout bord. Ces armées avaient attaqué le président Laurent Gbagbo. Et finalement, ils avaient envoyé des chars de guerre de l'armée française qui étaient partis détruire la résidence présidentielle. Et cela, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans un pays de l'Occident, où une armée étrangère va intervenir dans un pays étranger et va jusqu'à bombarder la résidence présidentielle. C'est à vous dire combien de pourcents nous n'avons pas encore le minimum de l'indépendance que nous cherchons. C'est la véritable indépendance de souveraineté qui se cherche maintenant. C'est ce que le Mali cherche, c'est ce que le Niger cherche. C'est ce que le Burkina Faso cherche et c'est ce que la Guinée cherche. C'est ce que tous les pays souverains et indépendants sont en train de chercher. J'espère et j'ai bien envie de dire ici, au Niger, il y a tous ces pays qui vont se mettre ensemble pour soutenir le Niger. N'ayez pas peur et ne craignez rien car la population est avec vous. Mais vous devez savoir une chose. Si un pays, c'est-à-dire, regardez très bien tous les membres de la CEDEAO qui veulent vous attaquer. Si un vous attaque, attaquez ce pays. Sans exception. Ils parlent des forces d'attente de la CEDEAO. Il n'y a pas de forces d'attente. C'est une stratégie. Parce qu'il veut ménager les militaires et les envoyer. Comme ça, vous ne saurez pas quel pays frapper. Mais non, il faut que chaque pays soit frappé à chaque fois où le Niger sera frappé. N'isolez pas le combat. Si jamais le combat doit avoir lieu, il ne faut pas l'isoler. Parce que s'ils n'ont pas compris l'importance du désordre que cette guerre-là peut avoir, ben il faut leur donner ça en réalité. Voici des personnes qu'on explique qu'une guerre en CEDEAO va causer un désordre absolu dans toute la zone, dans toute la sous-région. Mais eux, ils s'entêtent à faire la guerre. Ils oublient un truc. Faire la guerre au Niger, cette guerre-là va forcément arriver au Tchad. Cette guerre-là va forcément arriver en Algérie. Cette guerre-là va forcément arriver dans tous les pays voisins. On ne parle pas du B à bas. Ce que les Occidentaux ont refusé en Ukraine, ils sont en train de les déporter en Afrique. Et avec nos marionnettes de soi-disant présidents, regardez, ils ne sont même pas des présidents. Eux, ils acceptent. Ils ont besoin que cette guerre-là finisse par se faire en Afrique, dans d'autres continents. Et vous avez des journalistes africains, noirs comme M. Atubaga, chroniqueur, qui décident de suivre la même ligne éditoriale et nous faire comprendre que c'est Alassane Ouattara qui est le meilleur président du monde entier. Mais Ouattara a pris le pouvoir par coup d'État. Il a fait le coup d'État. En 2010, coup d'État. En 2020, coup d'État. Dès lors où il a fait le coup d'État en 2010, ça veut dire qu'il n'a jamais été réellement président de manière légale. Voici des personnes, vraiment de Dieu, je suis dépassé par cette décision. Vous pouvez donc comprendre aujourd'hui la team que nous n'avons pas de président en Afrique. Et si nous n'avançons pas, ce n'est pas la faute de nous les populations, mais c'est la faute de nos dirigeants. Il va donc falloir, un temps soit peu, que nous nous remettons en question et que nous décidons finalement d'avoir les présidents que nous méritons. Car les marionnettes que nous avons ne sont pas de bons présidents pour notre continent. La team, nous revenons avec plus d'informations. Car nous n'avons pas encore toutes les vidéos de celles qui se sont passées à la CEDEAO. Mais restez connectés pour plus de vidéos avec beaucoup plus de détails.